Nous allons entendre M. José Toba nous parler des enseignants et de l'école, à côté de M. Toba sur nos candidats aux législatives. Première circonscription, Michel Larive et Emilie Allaire. Michel Larive du Parti de gauche, Emilie Allaire du PC. Et sur la seconde circonscription, Viviane, que tout le monde connaît ici, je vois beaucoup d'enseignants, et Dominique Boulan, connu mais pas dans l'enseignement. Non. Voilà. Donc je vais laisser la parole à José. J'ai toujours pensé que l'activité syndicale était une des dimensions de l'activité politique et citoyenne globale. Et c'est tout naturellement que quand j'ai pris ma retraite professionnelle et syndicale, je suis devenu un militant politique. Et ici, je dois dire que je représente le Front de gauche, le groupe thématique éducation du Front de gauche. Parce que le Front de gauche, c'est plus large qu'un parti. Et vous savez qu'il y a des gens dans le Front de gauche qui ont y compris des responsabilités dans nos groupes thématiques et qui ne sont membres d'aucun parti. Bertrand Jay, par exemple, est un chercheur en sciences de l'éducation qui est là parce qu'il est chercheur en sciences de l'éducation, unanimement reconnu et respecté comme tel. Mais il est membre d'aucun parti et il n'a aucune responsabilité syndicale. Vous savez, si vous avez vu le programme du Front de gauche, qu'il y a une 9e partie, un 9e ensemble, qui s'intitule « L'émancipation humaine en tête ». Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ça veut dire que pour nous, l'éducation, c'est d'abord et avant tout une visée émancipatrice des individus. Alors, j'insiste sur ça d'entrée de jeu parce qu'on a pris l'habitude, ces dernières années, sous l'influence des politiques de droite, de considérer que le système éducatif, il était au service de l'économie. Qu'on allait à l'école, finalement, pour se former en tant que main-d'œuvre utilisable ensuite dans une économie néolibérale, c'est l'économie actuelle, compétitive au plan international, au plan européen et au plan mondial. Ça n'est pas notre visée. Notre visée, c'est d'abord, avant tout, l'émancipation des individus, c'est d'abord l'homme, l'humain, comme dit notre programme globalement, qui nous intéresse. Ça n'est pas l'économie. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse de l'économie, parce qu'il nous semble, il nous paraît évident que quelqu'un qui intellectuellement et culturellement est bien formé aura des facilités à s'insérer dans une voie professionnelle et dans un métier, et donc dans la société. Donc ça nous paraît une évidence. Mais avant tout, notre projet pourrait s'appeler, d'ailleurs dans un certain nombre d'articles je l'ai appelé comme ça, pour une école de l'intelligence et de la culture. Nous proposons que l'objectif fondamental de l'école soit que tous les jeunes entrant à l'école accèdent à un haut niveau de culture commune. Alors je sépare bien les deux mots, culture et commune. Culture, évidemment, quand on parle de l'école, on parle de la culture scolaire. On n'a pas l'ambition de couvrir avec le système éducatif la totalité du champ culturel de la société. Ce qui fait société, c'est l'éducation faite collectivement. Et là aussi, j'insiste, parce que vous savez que le programme de la droite, le programme sarkozyste, il a beaucoup insisté et il continue d'insister sur le fait que c'est du chacun pour soi. Chacun développe ses propres capacités. Chacun aurait de façon innée un certain nombre de capacités à développer. Le rôle de l'école, ça serait de développer les capacités que chacun a ou aurait de façon innée. Ça n'est pas notre conception. Notre conception, c'est que l'individu, il arrive, et en fonction du bain culturel et social dans lequel il se développe, il acquiert ou il acquiert moins, ou il acquiert plus de capacités intellectuelles et de culture en général. C'est le commun qui fait l'individu social. Ça n'est pas le chacun pour soi. La droite, c'est le chacun pour soi. Vous savez, la philosophie des gagneurs, la philosophie de celui du rapport de force, y compris dans l'école. Donc, nous, ce que nous voulons développer, c'est une scolarité commune, et nous disons de 3 à 18 ans.
avec la possibilité pour toutes les familles qui le souhaitent de scolariser à partir de l'âge de 2 ans. Il y a débat sur cette question avec les chercheurs en particulier, mais il y a débat avec un certain nombre d'associations familiales. On propose la scolarisation obligatoire à l'âge de 3 ans et jusqu'à 18 ans. Alors pourquoi ? Parce qu'on a une ambition, ce qu'on appelle une ambition d'élévation du niveau de culture générale des individus, de culture commune de haut niveau pour tous, et on estime qu'il va falloir reconsidérer la totalité des programmes et du contenu de la culture scolaire pour être en capacité de s'adapter à notre temps. Et il est aberrant, nous considérons qu'il est aberrant qu'à notre époque, on remette en question l'enseignement de l'histoire, par exemple, qu'on remette en question l'enseignement des sciences économiques et sociales. Il nous semble que, par exemple, la sociologie devrait faire partie des disciplines étudiées à l'école. Il nous semble aberrant qu'on commence la philosophie uniquement en classe de terminale de lycée, alors que c'est une réflexion qui devrait pouvoir commencer pratiquement dès la maternelle. Alors, nous disons, c'est un vieux mot d'ordre du GFEN, pour ceux qui le connaissent, Groupe français d'éducation nouvelle, tous les enfants sont capables d'apprendre, et d'apprendre à un très haut niveau. Il suffit, mais il est nécessaire, de créer les conditions pour qu'ils puissent apprendre. Il se trouve que depuis une dizaine d'années, les sciences en neurobiologie notamment, en psychologie cognitive, ont fait la démonstration de la plasticité du cerveau humain, de l'adaptabilité du cerveau humain. N'importe quel enfant est capable d'apprendre, et d'apprendre à un très haut niveau, si on lui crée évidemment les conditions d'une scolarité favorable. Mais aujourd'hui, on est capable de démontrer scientifiquement ce précepte, ce théorème-là. Et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce que ça signale la responsabilité du système éducatif. Pas seulement de la société. C'est vrai. Si les conditions de vie dans la société sont inégalitaires, c'est compliqué pour faire que l'école ait un mode de fonctionnement et une visée égalitaire. Une contradiction. Et les enfants vivent la contradiction. N'empêche que, si on peut faire la démonstration que l'école a une marge de manœuvre et que cette marge de manœuvre est importante, à ce moment-là, on dit, et c'est ce que nous disons au Front de gauche, nous sommes tous d'accord là-dessus, pour changer la société, il faut aussi, en même temps, changer l'école. Et pour changer l'école, il faut changer la société. Ce sont deux aspects du même problème qui avancent en même temps. Et c'est pour ça que, dans le programme du Front de gauche, l'humain d'abord, l'école prend une part importante. C'est un des éléments du changement de la société que nous visons. Puisque nous nous inscrivons dans un changement de société, dans une perspective de changement de société, on sait bien que le changement de société, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Jusque dans les années 60, plus exactement jusqu'en 1959, très peu de gens allaient au lycée dans les études secondaires. Les enfants des milieux populaires, ils allaient plutôt vers soit le cours complémentaire et dans le meilleur des cas le brevet, ce qu'on a appelé ensuite le brevet des collèges, hein, soit carrément vers le certificat d'études. Dans ces années-là, jusqu'à cette époque-là, l'échec scolaire était une notion pratiquement inconnue. Il y avait que les enfants de la bourgeoisie qui allaient au lycée. Par contre, en 1959, il y a eu ce qu'on appelle les lois Berthoin. La loi Berthoin, je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous, c'est en gros la loi qui a créé la scolarité à 16 ans, l'obligation scolaire à 16 ans, qui était auparavant à 14 ans, et qui a permis l'entrée des enfants issus de milieux populaires dans le second degré. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas modifié pour autant fondamentalement le système scolaire du second degré. Et que ces enfants d'arrivants de milieux populaires se sont trouvés confrontés à une culture qui n'était pas la leur, qui était la culture des classes dominantes,
comme toujours dans le système éducatif, hein, les classes dominantes imposent leur système de pensée et leur culture. Et donc, à partir de ce moment-là, a commencé à émerger cette notion d'échec scolaire avec ces enfants qui arrivaient de milieux populaires et qui ne réussissaient pas. Comment faire pour que ces enfants réussissent? Et on a connu une multiplicité de réformes, plus ou moins importantes, et toutes ces réformes n'ont jamais abouti à résoudre le problème de l'échec scolaire. Et encore aujourd'hui, malgré la progression très importante de la réussite scolaire des jeunes dans le système éducatif, puisqu'on est quand même arrivé à ce qu'aujourd'hui, grosso modo, un peu plus de 60% des jeunes atteignent le niveau du baccalauréat. Donc, malgré cette progression qui est considérable, vous avez chaque année entre 15 et 20% des jeunes qui sortent du système éducatif sans aucune qualification leur permettant une insertion sociale et professionnelle réussie. 150 000 jeunes par an sortent sur le marché du travail sans qualification. Ça fait des millions, au bout de quelques années, des millions de jeunes qui se trouvent socialement en difficulté d'insertion. Et après, on se demande pourquoi il y a des problèmes sociaux aussi considérables, dans les banlieues notamment. Le succès du Front National dans un certain nombre de banlieues et dans des milieux populaires qui souffrent de cette situation de déclassement social et d'incapacité à s'insérer socialement de manière réussie, vient en grande partie de cette question-là. Je ferme cette parenthèse aussi. Voilà, pourquoi je disais ça? Parce qu'il me semble que la question scolaire va bien au-delà des simples questions de l'école et que ce n'est pas la responsabilité des seuls enseignants et des seuls parents d'élèves militants que de traiter de la question scolaire. C'est une question politique, c'est une question de société qu'il faut envisager à partir des besoins de la société. Alors à partir de là, au Front de gauche, nous disons un certain nombre de choses. Alors je vais les résumer très vite. Par exemple, la formation des jeunes à l'école, elle doit être une formation de citoyens, de futurs citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire étudier la Constitution, comme on veut nous le faire avaler, ou quelques textes législatifs par-ci par-là. Ça veut dire, pour nous, qu'un jeune, à l'école, il doit avoir une formation citoyenne en acte. C'est-à-dire qu'à l'école, il a des droits et des devoirs, comme n'importe quel citoyen dans la société. L'école, c'est une micro-société. Et nous allons même jusqu'à dire que un jeune lycéen, par exemple, doit avoir le droit d'expression et d'organisation politique et syndicale. Autre exemple, ça veut dire aussi les parents d'élèves ont le droit et la possibilité matérielle d'intervenir dans l'organisation du système éducatif. Je ne dis pas dans la pédagogie de la classe, hein. Chacun son boulot. Mais dans l'organisation du système éducatif, oui. Et dans les décisions qui commandent l'activité concrète et la prise en charge concrète des jeunes dans le système éducatif, eh bien, les parents d'élèves ont autant le droit à la parole que n'importe quel fonctionnaire payé par l'institution. J'insiste, ça ne veut pas dire le droit de se mêler de la pédagogie des enseignants dans leur classe. Ça, c'est un métier, ça s'apprend et ça relève de la spécialité professionnelle. C'est tout à fait autre chose. Depuis un certain nombre d'années est venue à la mode cette théorie selon laquelle, pour vaincre l'échec scolaire, il faudrait procéder totalement différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent, puisque ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça ne marche pas. Et donc, il faudrait procéder de la façon suivante. D'abord, se fixer pour objectif que tous les jeunes sortent avec un bagage culturel minimum qu'on appelle socle commun. Socle commun de connaissances et de compétences. Et puis, que tout ça, ça s'appuie sur une pédagogie, une méthode pédagogique nouvelle qu'on appelle l'approche par compétences. En gros, ça veut dire on en a fini avec les champs disciplinaires, hein, on n'étudie plus
l'histoire, où on n'étudie plus la géographie, ou les sciences naturelles, ou les mathématiques, ou ceci ou cela. On se fixe un objet d'étude, et à partir de là, l'élève a besoin d'outils pour résoudre le problème qu'on lui pose, et les outils en question, on va les lui donner, on va l'aider à les trouver lui-même. C'est la démarche des compétences. Cette démarche, elle a été amenée dans le champ de la réflexion pédagogique par des gens qui n'ont rien de pédagogue, c'est des gens des entreprises, organisées dans le cadre de l'OCDE, et qui ont théorisé la démarche des compétences professionnelles. Parce que dans l'exercice d'une profession, ça a du sens, la démarche par compétence. Il y a des gens qui sont compétents pour faire quelque chose. Ils ont théorisé cette démarche professionnelle pour en faire une démarche pédagogique qui s'imposerait au système éducatif. Et cette théorisation a rencontré, est entrée en convergence, je dirais, avec des méthodes pédagogiques portées notamment par les mouvements d'éducation populaire. Et du coup, ça a donné quelque chose qui aujourd'hui semble s'imposer à l'ensemble de la communauté éducative. Sauf que aucune recherche ne permet de corroborer l'idée que cette démarche-là puisse permettre à des jeunes en difficulté d'accéder au savoir. Et c'est d'autant plus compliqué que maintenant, vous savez, il y a une nouvelle mode, et ça aussi, ça vient des entreprises, c'est l'évaluation à tout crin. On n'arrête pas d'évaluer. Alors, on vous évalue en cours d'année, en fin d'année, en début d'année. Et si vous avez acquis une compétence, vous avez bien. Si vous ne l'avez pas acquise, vous avez mauvais. Ben vous pouvez continuer. Mais vous ne pouvez pas continuer, vous allez être orienté. Et notre système continue à fonctionner sur un mode ségrégatif, sélectif, qui fait que, comme par hasard, les enfants de milieux populaires se retrouvent en formation professionnelle dans les lycées professionnels la plupart du temps sans l'avoir demandé, sans l'avoir choisi, mais que les enfants des milieux aisés ayant une formation culturelle préalable, initiale, dans leur milieu familial, ceux-là, comme par hasard, c'est eux qui continuent. Et vous avez un clivage aujourd'hui dans la société et au sein de la gauche. Au sein de la gauche. Alors, je vais être très clair, vous avez le Parti socialiste qui a un programme et qui s'apprête à le mettre en œuvre maintenant, qui nous dit scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, sur la base du socle commun de connaissances et de compétences, la pédagogie par compétences. Et vous avez, d'un autre côté, le front de gauche qui vous dit culture commune jusqu'à 18 ans, tout le monde au baccalauréat, tout le monde au baccalauréat. Et à partir de méthodes de travail et de pédagogie qui ont fait leurs preuves sur la base des champs disciplinaires assumés et sur la base d'une sérieuse formation professionnelle des enseignants. Parce que on est dans une situation qui est... c'est impensable ce qui arrive depuis quelques années. C'est le seul métier où on n'apprend pas son métier, quoi, aujourd'hui. Il faut repenser la formation professionnelle, il faut reconsidérer la culture scolaire commune, donc les programmes scolaires. Il faut reconsidérer le système éducatif pour en finir avec ce système de la sélection sur la base de l'échec. Donc voilà, on a un programme qui est très différent de ce que propose le Parti socialiste aujourd'hui. Alors j'en termine par là. Vous voyez tout de suite notre problème politique. Nous, au Front de gauche, au groupe thématique éducation du Front de gauche, on n'est vraiment pas partisans d'entrer dans la majorité présidentielle d'aujourd'hui. Vraiment pas. Parce que si c'est pour entrer, pour appliquer le programme du Parti socialiste en éducation, pour nous, c'est le contraire de ce qu'il faut faire, quoi. Et comme on sait par ailleurs que dans d'autres secteurs thématiques, la question se pose à peu près de la même manière, donc voilà, j'en ai fini.